L'IFIP frappe le patrimoine immobilier du redevable, à partir d'une certaine importance. Il s'agit donc des immeubles que le redevable détient directement. Il s'agit aussi de l'immobilier compris dans la valeur des titres de société qu'il détient. La loi nous dit que l'on taxe les titres sur la fraction de leur valeur représentative des actifs immobiliers détenus par la société. Les actifs immobiliers dont il s'agit sont des actifs immobiliers autres que l'immobilier d'exploitation. Pour déterminer la base imposable quand on a un actif immobilier qui est détenu par une société, on part de la valeur vénale de l'actif immobilier détenu par cette société. On détermine le ratio, combien pèse cet actif immobilier par rapport aux autres actifs détenus par la société, et après on applique ce pourcentage à la valeur de la société. La loi comporte deux exceptions. La première, d'application universelle, elle concerne les associés détenant une participation n'excédant pas 10% dans la société et qui ne se trouvent pas être par ailleurs contrôlants de la société. Ces associés sont d'office affranchis d'IFI sur la valeur de leurs titres. Deuxième exception plus ciblée, c'est celle qui exonère les associés, ou plutôt les actionnaires des sociétés d'investissement immobilier cotées, que l'on appelle habituellement les SIC. Le problème pratique qui va se trouver posé, c'est que l'exercice va devoir, dans diverses situations, se répéter à plusieurs échelons. Et dans le cadre d'une chaîne de participation, il faudra rechercher le ratio immobilier applicable à chaque niveau de la chaîne de participation, en commençant par le plus bas. La valeur doit être déclarée par le redevable. En cas de détention par l'intermédiaire d'une société ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participation de société, effectivement, il y a un problème pratique, c'est la collecte de l'information. La loi ne décrit pas la marche à suivre. Elle n'adresse pas non plus d'injonction aux sociétés émettrices des titres. Elle prévoit toutefois qu'un décret va instituer des obligations déclaratives visant les sociétés. Et il se pourrait donc que le décret vienne contraindre les sociétés qui détiennent de l'immobilier taxable à communiquer à leurs associés le coefficient taxable de leur titre. Le texte prévoit une disposition particulière parce qu'on voit qu'un certain nombre de redevables dans des situations un peu complexes de chaîne de participation pourraient ne pas obtenir l'information nécessaire à remplir leurs obligations déclaratives. Et dans une telle hypothèse, donc sous réserve que le redevable soit de bonne foi, l'administration ne fera pas de redressement. Il faut qu'il soit de bonne foi. Et il faudra, me semble-t-il, qu'ils établissent qu'ils ont fait les démarches. Cette mesure de bienveillance concerne les associés qui détiennent une participation n'excédant pas 10% et qui ne sont pas par ailleurs contrôlants de la société. C'est la raison pour laquelle cette mesure n'aura d'intérêt pratique que pour les redevables qui détiennent une participation minoritaire dans une société non opérationnelle, comme par exemple une société holding, puisque les participations minoritaires dans les sociétés opérationnelles sont exclues de l'IFI de plein droit. La suppression de l'ISF entraîne aussi la suppression de 4 grandes catégories d'exonération qui s'appliquaient à l'ISF et qui ne se retrouvent pas dans l'IFI. La première, c'est celle concernant les titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux. Exonération qui se prolongeait lorsque ces personnes partaient à la retraite. Il s'agit ensuite des titres de PME et parts de FIP, FCPI, FCPR et fonds professionnels de capital investissement. Troisième catégorie très importante, ce sont les titres ayant fait l'objet d'un pacte Dutreil. Et la quatrième concerne le dirigeant qui part à la retraite et qui transmet les titres qui constituent un bien professionnel en s'en réservant l'usufruit. En l'absence de dispositions expresses réglant le sort des redevables sous engagement Dutreil au 1er janvier 2018, ainsi que le sort des salariés et mandataires sociaux sous engagement de conservation au 1er janvier 2018, on peut raisonnablement penser que ces derniers seront tenus de respecter leurs obligations de conservation jusqu'au terme de leur engagement. Quand bien même, ils n'auraient plus aucun bénéfice après le 1er janvier 2018. Donc une contrainte sans l'avantage en face.